Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Figaro TV. Faut-il interdire le voile dans les compétitions sportives? La question suscite de vives tensions jusque dans les rangs du gouvernement. François Bayrou a recadré hier après-midi ses ministres opposés à l'interdiction, mais la séquence pourrait laisser des traces. On en reparle dans un instant avec Guillaume Roquette. Nous serons ensuite avec la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Elle est en première ligne, vous le savez, depuis le terrible meurtre du jeune Thomas Perotto à Crépol, il y a maintenant près d'1 an et demi. Mais un livre paru cette semaine l'accuse d'avoir soufflé sur les braises suite à ce drame, en ciblant notamment le quartier de la Monnaie, quartier sensible de Romans-sur-Isère. Sa réponse à ces accusations, ce sera en deuxième partie. Et puis, les musées sont-ils de plus en plus woke? C'est la question que s'est posée le directeur de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, dans son dernier livre. Il publie Mauvais genre au musée aux éditions des Belles Lettres. Il nous expliquera tout cela et il nous donnera, bien sûr, son point de vue. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour. Et Guillaume, François Bayrou fêtera son anniversaire dimanche. Ce sera ses 100 ans, ses 100 jours. Lapsus il est beaucoup plus âgé que vous, cher Thibaudet, mais quand même. Effectivement, je le confirme. 100 jours à Matignon, mais c'est un anniversaire qui est quand même très symbolique, puisque Michel Barnier, lui, était resté 99 jours à Matignon. Est-ce qu'il a d'ores et déjà réussi sa mission, François Bayrou, celle d'incarner un retour à l'ordre, je ne sais pas, en tout cas à la stabilité? Oui. Au siècle dernier, j'avais déjà passé quelques années au Figaro. Il y avait un rédacteur en chef d'un certain âge qui disait « Le vrai talent dans ce métier, c'est de durer ». François Bayrou s'est peut-être engagé dans cette voie. Et donc, effectivement, François Bayrou tient plus longtemps que son prédécesseur et il n'a pas pour le moment de menaces directes de censure. Mais de même que ce confrère d'un certain âge avait tort, parce qu'évidemment le talent c'est pas de durer, le talent c'est de créer, le talent c'est d'apporter les informations pour un journaliste, et c'est de réformer quand on est un gouvernement. Et le prix à payer pour cette relative stabilité du gouvernement Bayrou, c'est une forme de surplace, c'est-à-dire c'est une absence d'action, j'ose pas dire c'est une impuissance, mais en l'absence de majorité politique à l'Assemblée nationale, on a un gouvernement qui est quand même assez inexistant sur le plan des réformes et des transformations concrètes de la société. Le gouvernement, en tout cas, qui entre dans une zone de turbulence entre un certain nombre de ministres qui menacent de démissionner, ça a été le cas de Bruno Retailleau, de Gérald Darmanin également, des poids lourds en plus du gouvernement, certains partenaires sociaux qui menacent, eux, de claquer la porte du fameux conclave de François Bayrou. Dans le Figaro, ce matin, d'ailleurs, Louis Alter, Tristan Kinomopol raconte les coulisses d'une réunion extrêmement tendue hier à Matignon, avec ce recadrage du Premier ministre à l'égard d'un certain nombre de ses ministres sur fond de tension autour de la question du port du voile dans les compétitions sportives. On va parler de la question du port du voile dans un instant, mais sur d'abord ce qui se passe politiquement, on a quand même l'impression que ce gouvernement il peut imploser à tout moment. Oui, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui n'a pas de majorité et qui n'a pas de ligne. Je pense que c'est inévitable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accabler François Bayrou. Il n'y a pas de feuille de route pour l'action gouvernementale. Traditionnellement, sous la Ve République, vous avez une majorité à l'Assemblée nationale et un Premier ministre qui est l'émanation de cette majorité, et sa feuille de route, son programme d'action gouvernementale est le reflet de ce que souhaite la majorité. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Donc, François Bayrou a dans son gouvernement à la fois des anciens socialistes, comme Elisabeth Borne à l'Éducation nationale, et puis des gens qui viennent des LR, comme Bruno Retailleau, et évidemment des macronistes comme Gérald Darmanin. Et donc il faut essayer de faire cohabiter tout ce monde-là, sachant qu'à l'Assemblée, les socialistes ont dit bon, nous on vous censure pas tout de suite, mais en échange il faut pas aller trop loin vers la droite. Et de ce fait, François Bayrou a réussi cette équation, ce qui, d'un point de vue de la tactique politique, est intelligent, mais d'un point de vue des résultats, c'est beaucoup plus décevant. Et surtout, ça commence à
s'apercevoir. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, certains ministres disent bon, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. On peut très bien dire que interdire le voile dans les manifestations sportives, c'est une mauvaise idée. On peut dire aussi que c'est une bonne idée, mais en tout cas, il y a un moment où il faut choisir. On peut dire ok, on va réouvrir les négociations sur la retraite, mais si on dit en même temps, comme l'a fait François Bayrou, qu'il n'est pas question de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire à la retraite de 62 ans, il y a un truc qui va pas, voyez-vous, c'est cette espèce de nouvelle en même temps qui commence à créer des tensions. Oui, le risque de l'immobilisme et surtout les oppositions internes au gouvernement qui ne sont pas tranchées. Et de ce fait, les ministres considèrent qu'ils ont le droit d'exprimer publiquement leur désaccord, ce qui est relativement nouveau sous la Ve République. Et ce qui, en tout cas, n'a pas plu à François Bayrou, qui le leur a fait savoir. Alors justement, la question du port du voile dans les compétitions sportives, ça c'est un sujet qui est extrêmement significatif à l'heure où l'Assemblée nationale examine donc ce texte en commission pour interdire le port du voile dans les compétitions sportives, texte qui a été voté par le Sénat, oui. Texte qui est officiellement soutenu par le gouvernement. La porte-parole l'a redit, mais il se trouve que la semaine dernière, la ministre des Sports, Marie Barsac, elle affirmait que le port du voile dans le sport n'était pas de l'entrisme. Elle a reçu dans un premier temps le soutien d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, ancienne première ministre. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire que y a vraiment deux tendances qui sont le statu quo et puis d'un autre côté un retour d'un mot qu'on avait complètement oublié, qui s'appelle l'assimilation. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les tenants de l'inclusion qui disent ce qui est important, c'est que nous puissions tous vivre ensemble, chacun vient comme il veut, venez comme vous êtes, comme disait un grand marchand de hamburgers. Exactement. Et ça, c'est la thèse d'Elisabeth Borne, c'est la thèse de la ministre des Sports, c'est aussi la thèse d'Édouard Philippe, qui est l'un des piliers de la majorité et qui a expliqué hier ou avant-hier que lui était contre cette interdiction en disant il faut pas laisser à l'écart une partie de la population. Et puis vous avez c'est la ligne Retailleau, c'est la ligne Darmanin, d'autres qui disent mais non, il faut accepter une forme de contrainte, en l'occurrence une contrainte vestimentaire, c'est-à-dire l'interdiction du voile, pour que l'assimilation soit possible, c'est-à-dire pour qu'il y ait une homogénéité des modes de vie calqués sur ce que nous sommes nous. Il y avait eu un premier pas vers cela au moment de la loi interdisant le voile à l'école. C'était Jacques Chirac, à l'époque, était président de la République, donc c'était au début de ce siècle. Et depuis, le sujet avait été un peu laissé en suspens. Et donc il revient avec évidemment toute la charge symbolique du voile, parce que le voile, d'abord c'est visible, et ensuite c'est le signe de la place de la femme dans l'islam qui n'est pas forcément très, très enviable. Accepter le port du voile dans les compétitions sportives serait un accommodement avec le communautarisme. Ce serait accepter un accommodement avec le communautarisme. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que c'est vrai parce que il y a un certain nombre d'enseignements, d'études qui montrent que les islamistes politiques, le groupe des frères musulmans voudraient imposer le voile comme étant une forme d'offensive, si vous voulez, la nébuleuse. Voilà, cherchez mon nom, pardon. La nébuleuse islamiste qui a fait du voile dans le sport un axe de conquête. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau a expliqué qu'il voulait déclassifier une étude qui avait été faite par le renseignement français sur ce sujet pour le montrer. C'est en ça que moi je suis plutôt d'accord avec cette mesure d'interdiction, parce que ce n'est pas une simple coutume ou une simple tradition. C'est aussi une sorte d'offensive. Voilà, c'est ça. Et un symbole politique, un symbole idéologique, un symbole d'affirmation identitaire qui, me semble-t-il, n'a pas sa place dans le sport. Quand Marie Barsac, ministre des Sports, dit que le port du voile n'est pas de l'entrisme, c'est quoi selon vous ? C'est un déni de réalité ? Alors, je pense que oui, c'est plutôt une naïveté, à mon avis. C'est-à-dire que il y a cette idée que si on regarde ailleurs, les problèmes vont se régler. Et c'est le refus de les affronter. Pourquoi ? Parce que ça va se traduire par des tensions. Et il est certain qu'un certain nombre de fédérations sportives vont perdre des jeunes femmes, des athlètes qui de ce fait vont rester à l'écart. Mais
en fait, on en arrive là. C'est un petit peu comme le sujet du bras de fer avec l'Algérie. Ce sont des sujets qui ne peuvent pas se régler sans tension. Jusqu'à présent, on a préféré éviter les tensions. Et le rapport de force. Et le rapport de force. Et je pense qu'on en arrive là à un moment où il faut accepter une forme pas de brutalité, le terme serait excessif, mais en tout cas une forme de rapport de force, même tendu. Ce que disent les opposants à cette interdiction du port du voile dans les compétitions sportives, eux, ils pointent du doigt les confusions, les risques d'amalgame qui pourraient être faits donc entre le port du voile et la radicalisation. C'est un risque ? Alors, disons que c'est un risque parce que ce qui est vrai, et Édouard Philippe l'a rappelé, c'est que lui dit, moi je connais des femmes qui portent le voile, qui sont musulmanes et qui sont absolument pas radicalisées. Et c'est vrai. Mais il y a une forme d'injustice, entre guillemets, à imposer cette règle à un certain nombre de jeunes femmes, de jeunes athlètes, de jeunes sportives, qui ne sont sans doute pas des militantes de l'islam politique. Mais je crois qu'il faut créer une règle. Et la règle, elle doit être la même pour tout le monde, sachant qu'il y a une part d'entrisme avec ce port du voile dans le sport. Eh bien, je pense que là, le principe de précaution doit s'appliquer. Et puis, j'aime bien cette idée que dans le sport, tout le monde a la même tenue, si vous voulez. Et c'est une façon de dire qu'on appartient à l'équipe, et ensuite les différences sociales, les différences d'origine, les différences culturelles doivent disparaître au profit du sens de l'équipe et du collectif. Eh bien, il me semble que l'interdiction du voile est très cohérente avec cet état d'esprit du sport. Et le sujet, en tout cas, est sur la table, sur le bureau, en tout cas, de l'Assemblée nationale. Outre la question des compétitions sportives, elle se pose également cette question sur l'extension de l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices scolaires. Le port du voile est interdit à l'école, à l'intérieur des établissements. Elisabeth Borne, justement, on en parlait, elle réaffirme son opposition à ce que l'on étende cette interdiction aux accompagnatrices scolaires. Elle invoque le principe de la laïcité. Est-ce qu'il faut, selon vous, légiférer également là-dessus ? Alors, c'est assez extraordinaire. C'est d'ailleurs le même argument qu'utilisait Édouard Philippe en disant il ne faut pas interdire le voile dans les compétitions sportives parce que c'est contraire à la laïcité. Je veux dire, c'est là qu'on voit qu'on est un peu cul par-dessus tête, ou un petit peu, on a inversé les polarités. Il y a cette idée que la laïcité, c'est le respect de toutes les croyances, c'est que seul le service public a un devoir de neutralité religieuse. Ça, c'est l'argument d'Elisabeth Borne. Moi, je suis personnellement favorable à l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires. Pourquoi ? C'est d'ailleurs la règle qui était en vigueur avant l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Et le principe était le suivant. Il est tout à fait admis qu'à l'école, ni les enseignants ni les élèves ne doivent avoir de voile musulman. Parce que au nom de cette neutralité. Dès lors qu'une mère, parce qu'en l'occurrence c'est souvent le cas, une mère de famille est accompagnatrice d'une activité scolaire, elle participe, même de façon occasionnelle, à ce service public de l'éducation. Et donc, elle doit enlever son voile, elle doit laisser ses revendications, son appartenance, ses symboles religieux à l'écart dans la sphère du monde privée. De l'école. Exactement, dans la sphère privée, ou bien en tout cas à l'écart de l'école. Moi je dirais pas dans la sphère privée parce que je pense qu'on ne peut pas imposer aux femmes musulmanes l'interdiction du voile dans les rues. Leur interdire dans l'espace public. Dans la rue. Il peut y avoir débat sur l'université, mais en tout cas à l'école, je pense que cette idée de dire vous participez au service public de l'éducation en étant une accompagnatrice d'activités scolaires et donc vous respectez la règle de neutralité du service public de l'éducation. C'était le cas avant. Alors là encore, c'est vrai qu'il y a une forme de contrainte là-dedans. C'est vrai qu'il y a des mères de famille qui probablement auraient été d'accord pour accompagner une sortie scolaire et qui du coup ne viendra pas à cause de cette obligation. Mais c'est ce que je vous disais juste avant. Je pense que dans ce bras de fer, il faut bien le dire, qui est en train de s'amorcer, il faut accepter une forme de contrainte. Alors si entrisme islamique il y a, Guillaume, la France en tout cas n'est pas le seul pays touché. Vous consacrez un dossier dans le Figaro Magazine ce week-end, dossier signé Najat Cherigui et Judith Weintraub. Vous l'avez appelé « Voyage en Belgiquistan ».
Oui, parce que la Belgique, je n'ose pas dire qu'elle a pris de l'avance, mais en tout cas, elle est beaucoup plus marquée par cet entrisme de l'islam politique, à la fois dans la vie publique et dans la vie de tous les jours. Il y a un long reportage qui montre à quel point l'islam aujourd'hui imprègne la vie publique belge, y compris dans les magasins, y compris dans tout ce qui est l'activité économique. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que il y a justement eu l'abandon total par la Belgique de cette volonté d'assimilation. À la limite, aujourd'hui, dans certains quartiers, on peut parler de Molenbeek à Bruxelles, mais aussi d'autres, l'assimilation, elle se fait à l'envers. C'est-à-dire que ce sont les populations autochtones, entre guillemets, qui doivent fixent les règles du jeu. Voilà, qui doivent se accepter ce que sont les règles de la vie musulmane, et ça, c'est quelque chose qui est assez spectaculaire. Je pense que c'est dû notamment au fait que il y a, on le décrit assez longuement dans le reportage, une forme de coopération qui s'est effectuée entre plusieurs partis politiques, en particulier de gauche en Belgique, et les tenants de l'islam politique. Et notamment ce témoignage, cet habitant de Bruxelles qui dit à vos reporters, la France devrait regarder ce qui se passe chez nous. Vous ne serez pas épargné par le phénomène. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé d'y consacrer un grand sujet. Je pense qu'il faut être très vigilant et pour éviter que la France ne ressemble à la Belgique, parce que je crois qu'il y a quelque chose aujourd'hui de presque définitif et qui se passe en Belgique, avec une situation qui est irréversible. Dans votre éditorial ce week-end, Guillaume, vous revenez notamment sur la question de la lutte contre le narcotrafic. Là aussi, une autre proposition de loi qui est examinée en ce moment par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous considérez que cette proposition de loi, cette riposte, avec notamment donc la création d'un parquet national spécialisé, c'est en tout cas ce que prévoit la version votée, adoptée par le Sénat à l'unanimité, est-ce que vous estimez que cette riposte est à la hauteur de la lutte qui doit être la nôtre face à l'explosion du trafic de stupéfiants? Alors d'abord un mot, vous disiez à juste titre qu'il s'agit d'une proposition de loi, de la même façon que sur le voile en milieu sportif, et ça conforte cette thèse que j'exprimais tout à l'heure sur l'immobilisme du gouvernement. Proposition de loi, ça signifie que cela vient des députés. Exactement. Et non pas du gouvernement. Aujourd'hui, ce sont nous parlerons de projet de loi. Voilà, des députés ou des sénateurs, en l'occurrence, pour la loi sur la lutte contre le narcotrafic. Ça montre qu'aujourd'hui, ce sont les parlementaires plus que les ministres qui sont force de proposition. Et alors, il y a une sorte de bras de fer autour de cette loi, parce qu'il y a un certain nombre d'avocats, enfin presque tous les avocats d'ailleurs, puisque le Conseil national des barreaux s'est saisi du sujet, qui considèrent qu'il y a une forme de justice d'exception qui serait appliquée à ces narcotrafiquants. Alors, il y a effectivement la création d'un parquet national, il y a aussi des mesures d'isolement très dures. Ça, c'est une proposition de Gérald Darmanin qui est reprise dans la proposition de loi. Un isolement très, 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 très dur des trafiquants de drogue les plus dangereux, qui soient en détention préventive ou qu'ils aient été condamnés. Il y a aussi le fait qu'on puisse avoir accès aux conversations entre trafiquants sur les réseaux sociaux, de type Telegram, ces messageries qui sont très, très protégées. Et donc, les avocats disent tout ça est contraire aux droits de la défense et aux libertés individuelles. Et moi, ma thèse, c'est que face à des gens qui sont pas des délinquants comme les autres, ces narcotrafiquants, d'abord, ce sont des gens qui osent tout, y compris tuer des fonctionnaires. Hein. Je pense évidemment à l'évasion de Mohamed Amra, ce trafiquant de drogue, évasion qui avait donné lieu à l'assassinat de 2 surveillants pénitentiaires. Donc, ces gens nous ont déclaré la guerre, si vous voulez. Ils ont mis en coupe réglée des quartiers entiers. Ils sont à l'origine d'un nombre d'incarcérations considérable. Ils sont extrêmement violents. Il y a des morts presque tous les jours aujourd'hui dans certaines villes comme Marseille liées au trafic de drogue. Et donc je pense que face à cette délinquance d'exception, il faut une justice d'exception. Et je trouverais normal pour ma part que, oui, c'est vrai, on accepte, on assume qu'un certain nombre de droits individuels ne soient pas appliqués à ces délinquants parce que, j'allais vous dire, ils ont pris leurs risques.
quand vous choisissez d'être un trafiquant de drogue et donc en plus d'être un risque pour la santé de milliers de personnes qui sont les consommateurs de ces produits stupéfiants, eh ben si vous prenez ce risque-là, vous prenez le risque aussi d'être traité différemment des autres délinquants. Et de vous exposer à un certain nombre de mesures. Le texte en tout cas est examiné par l'Assemblée en ce moment même. Exactement, le vote aura lieu au début du mois prochain, je crois. Absolument, et on continuera évidemment de suivre ce dossier. Un autre dossier qu'on a beaucoup suivi dans cette émission, Boualem Sansal, qui est incarcéré en Algérie, comme chacun le sait, depuis plusieurs mois. Nous apprenons pendant cette émission qu'il aurait été présenté devant un tribunal, une audience d'une 30 minutes à peine, c'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place. Le procureur réclamerait 10 ans de prison pour l'écrivain franco-algérien. Votre réaction, Guillaume ? Ma réaction, c'est que l'Algérie ne lâche rien. Et qu'il y a un contraste saisissant entre la dureté, l'inhumanité, parce que je rappelle que Boualem Sansal est très malade, des autorités algériennes qui donc le poursuivent en justice pour ce qui est strictement un délit d'opinion. Et pendant ce temps-là, notre ministre des Affaires étrangères va rompre le jeûne à la mosquée de Paris, invité par le recteur qui est un fonctionnaire de l'État algérien et je crois le vice-président du comité de soutien au président Tebboune, le président algérien. Il y a là, je trouve, une forme d'incohérence de la France par rapport à la gravité de ce qui est plus qu'une provocation, une agression de l'Algérie contre un de nos ressortissants, parce que je vous rappelle que Boualem Sansal a la double nationalité algérienne et française. Quand le procureur réclame 10 ans de prison pour Boualem Sansal, cela prend des allures de provocation, selon vous ? Oui, parce que qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche de critiquer le régime algérien et les dérives islamiques. Et donc, on sait que l'Algérie est une dictature, mais c'est une dictature assumée, si vous voulez. C'est ça que je trouve le plus terrible, c'est que cette provocation, en quelque sorte, elle est totalement désinhibée. Le gouvernement algérien n'essaie même pas d'y mettre les formes, et je crois que face à une telle inhumanité, nous avons le devoir de riposter. Merci beaucoup, Guillaume Roquette. En couverture du Figaro Magazine ce week-end, votre enquête donc, ce voyage en Belgique-Istan, comment l'islam s'est imposé en Belgique, c'est à retrouver en kiosque, à retrouver également votre interview exclusive avec Marine Le Pen, vous l'avez suivi lors de son voyage au Tchad, où elle a rencontré notamment le président Idriss Déby. On va revenir sur un autre dossier sensible. Vous savez que l'enquête se poursuit à Crépol, près d'1 an et demi après le terrible assassinat du jeune Thomas Perotto en marge d'une soirée de bal. Un livre publié ces jours-ci revient sur les circonstances de ce drame et sur le supposé emballement médiatique qui s'en est suivi et dont la mère de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, serait l'une des principales protagonistes. Elle est directement mise en cause dans ce livre. Marie-Hélène Toraval est avec nous dans un instant. On écoute avant cela Pauline Guéna, l'une des 3 auteurs de ce livre. Elle était lundi dans la matinale de France Inter. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maire de Romans-sur-Isère. On vient de l'entendre dans ce passage. Vous êtes mise en cause, vous êtes directement citée, mise en cause donc dans ce livre, Une nuit en France, livre coécrit par Jean-Michel Descugis, Pauline Guéna, Marc Le Plongeon. Ça s'appelle Une nuit en France, anatomie du fait divers qui a déchiré le pays aux éditions Grasset, qui revient sur ce drame, le meurtre de Thomas Perotto il y a 1 an et demi à Crépol, et puis je le disais, supposé emballement médiatique qui s'en serait suivi. On va en parler ensemble. Les auteurs de ce livre vous accusent d'avoir, je cite, soufflé sur les braises après ce drame. Vous auriez soufflé sur les braises en ciblant notamment le quartier de la Monnaie, quartier sensible de Romans-sur-Isère, et dont sont originaires plusieurs suspects. On précise d'ailleurs que l'enquête est toujours en cours. Que répondez-vous, Marie-Hélène Toraval, à ces accusations ? La première chose, c'est que j'ai reçu ces journalistes en demande, contrairement à ce qu'ils ont dit à un certain moment, comme tout le monde, s'agissant de l'emballement médiatique, je pense qu'il est largement dû aussi aux Français qui ont été touchés par ce drame, mais je dirais encore plus par la violence de cette attaque qui s'est opérée à l'issue de ce bal de Crépol. Donc je pense que je ne connais pas personne qui n'ait pas été touché par cette dramatique attaque qui s'est opérée en novembre 2023. Ça, c'est la première des choses. Après, on peut me reprocher des choses, je veux dire, dans toute la liberté. C'est juste une chose. Moi, j'ai fait le choix de dire la vérité, mais mieux que la vérité, je veux dire, j'ai décrit, j'ai témoigné de ce qu'était la réalité qui est vraie dans ce quartier
roman, mais réalité qui se constate aussi dans nombre de quartiers sur le territoire national, tout simplement. Et il suffit aussi de regarder l'actualité depuis ces 18 mois et même avant, qui vient justement traduire et même illustrer les propos qui ont été les miens. Mais les accusations sont lourdes dans ce livre, Marie-Hélène Toraval. Les auteurs accusent le récit médiatique auquel donc vous auriez participé d'avoir, je cite, déformé le sens de la mort de Thomas. Et ils reviennent notamment sur la question du racisme anti-blanc et disent que, en gros, vous en auriez fait le symbole du racisme anti-blanc, et ce qui serait pas tout à fait exact à la réalité. Quel regard portez-vous sur la lecture des faits qui est faite dans ce livre ? Une lecture déjà qui est biaisée. Je veux dire aussi que les propos qui sont les leurs blessent à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer l'ensemble de la population. J'étais hier soir en lien avec les responsables de l'association des victimes de Crépol et je peux vous assurer qu'ils sont particulièrement blessés. C'est pratiquement une double attaque qu'on leur fait. Donc ça, je trouve ça extrêmement dur pour eux, extrêmement dur pour nous, parce que c'est tout un territoire qui est affecté. Je peux vous assurer que les plaies sont loin d'être pansées, puisque bien sûr Thomas n'est plus là, mais au-delà de cela, ce sont nombre de victimes aussi qui sont en cours de reconstruction. Et sachez que ce n'est absolument pas facile. C'est même extrêmement difficile. Difficile à plusieurs points, difficile psychologiquement, difficile matériellement parce qu'il faut faire face à des frais de justice, il faut faire face à des frais médicaux, à un ensemble de dispositions qui, pour des personnes, en termes de budget, c'est vraiment difficile, au-delà de l'aspect humain, mais c'est vraiment difficile pour eux. Donc ça, c'est le premier point. Après, je suis vraiment, je trouve ça affligeant, la description misérabiliste qu'ils ont pu faire des gens qui habitent sur ce territoire. Et ça n'est pas acceptable. Donc, sur ce point-là, je veux dire, c'est un point de vue qui est largement partagé par la population, et même par nombre de Français. Donc, il est bien évident que ce livre est une approche, et est un point de vue qui est le leur, mais il ne représente en rien ce qui s'est passé cette nuit-là. Je donne juste un exemple. Qu'on me reproche des choses, je veux bien revenir sur le racisme anti-blanc, parce que moi, j'ai pas peur de parler des choses, parce que tout le monde en parle. Et bien, sur ce point du racisme anti-blanc, je peux vous assurer que même le ministre Olivier Véran l'a entendu tout comme moi lorsqu'il est venu sur le territoire, à Crépol, une semaine après les événements, à la rencontre des familles. À la rencontre des familles, toutes les familles se sont exprimées sur le déroulement de cette soirée, et notamment a été mentionné tous les points qui concernaient pour eux une relation au racisme anti-blanc, puisqu'ils en ont témoigné auprès des autorités, et notamment de la gendarmerie. Marie-Hélène Toraval, la thèse du crime raciste a été dans un premier temps écartée. Cette thèse du crime raciste a été dans un premier temps écartée. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des révélations, notamment la révélation donc, de ce PV mystère, pour reprendre l'expression employée dans ce livre, un PV qui aurait été rédigé 5 jours après les faits et qui pourrait d'ailleurs peut-être relancer cette thèse. C'est votre souhait que cette thèse du crime raciste soit retenue, en tout cas soit davantage étudiée. C'est le souhait des familles, en tout cas. En tout cas, c'est le souhait des familles, et moi je soutiens aussi toutes ces familles. C'est le souhait aussi qu'il soit considéré. Après, il sera apprécié, jugé. Mais les familles, tout comme l'ensemble de la population sur le territoire, peinent à comprendre qu'il a été écarté dès le départ. Vous avez mentionné l'association des victimes de Crépol. Vous êtes également en contact avec les proches de Thomas. Que vous disent-ils depuis l'apparition de ce livre, et est-ce que une réponse officielle est envisagée? Est-ce que cela pourrait peut-être aller jusqu'à un dépôt de plainte? Alors bien sûr, la décision leur revient, et moi je n'ai aucune influence et je ne jouerai aucune influence dans les décisions qui peuvent être les leurs, mais je soutiendrai toutes les décisions qu'ils pourront prendre. Mais cette décision leur revient. Donc je ne m'avancerai pas sur ce point, et je me garderai bien de donner un quelconque conseil ou un quelconque avis. Vous m'avez dit, Marie-Hélène Toraval, en début d'interview, avoir rencontré les auteurs de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement, est-ce que vous avez rencontré les trois? Qui avez-vous rencontré? Et surtout, que vous vous êtes dit? À quel moment vous avez-vous rencontré? Que vous êtes-vous dit, pardon?
Alors, je les ai rencontrés au mois de décembre 2023. Donc, parce que j'ai recherché, je n'en avais pas forcément souvenir. Donc, j'avais reçu un message de Monsieur Décugis le 5 décembre 2023, me disant qu'il serait sur Romans. Et puis, encore en plus, il se recommandait d'une personne que je connais très bien. Donc, c'est vrai que j'ai répondu tout en confiance, pardon. Donc, ils étaient sur Romans entre le 18 et 21 décembre, je crois, de mémoire. J'ai eu un petit message le 18 pour me dire qu'ils étaient là. Est-ce que le rendez-vous pouvait toujours être organisé? J'ai répondu, bien sûr, moi je tiens parole. Donc, je leur ai dit, écoutez, demain, je vous reçois demain. Et je me souviens avoir vraiment pris le train avec Monsieur Décugis. C'est-à-dire que je suis vraiment surprise. Et parce que entre l'ambiance de cet entretien sur lequel je pense que je n'ai absolument pas manqué de franchise, je trouvais que j'avais un journaliste qui essayait d'aller au fond des choses. Je trouvais que c'était un entretien qui s'était plutôt bien passé. Je ne pensais jamais qu'il en aurait ainsi travesti les propos. Vous avez le sentiment que vos propos tenus ce jour-là ont été travestis dans ce livre, c'est ce que vous dites ? Bien, moi je trouve, le peu que j'en connais, parce que vous pensez bien que je ne vais pas acheter ce livre. J'ai découvert certains paragraphes ou certaines pages parce qu'elles ont été publiées. Puis aussi, j'ai pris connaissance de l'ensemble des attaques qu'ils ont menées contre moi dans les différentes émissions auxquelles ils ont participé. Donc j'aimerais aussi avoir un droit de réponse si c'est possible. Mais je veux dire, je n'ai pas reconnu le journaliste que j'ai accueilli. Vous voudriez échanger avec eux, vous voudriez peut-être vous les appeler à vous rencontrer suite à la publication de ce livre ? Je pense que ça ne sert plus à rien parce que je vous dirais juste une chose, le mal est fait. Mais ça vous a surpris, Marie-Hélène Torraval, d'être mise en cause directement dans ce livre ? Oh, ça m'a surpris. Je pense que je suis la cible facile. Je pense aussi que quand on recherche des axes pour promouvoir un livre, eh bien, il va falloir taper sur un nom qui a un peu de notoriété. Le mien en avait peut-être un peu. Et donc, je me suis dit qu'en tapant sur le maire de Romans, sur mon nom, eh bien, ça allait leur permettre aussi certainement de faire un peu de buzz. Donc, je dis juste une chose, il ne faut pas s'y laisser prendre. Sur les éléments de fond, Marie-Hélène Torraval, je reviens par exemple sur un élément mentionné à nouveau par Pauline Guéna dans le cadre de la promotion de ce livre. Elle vous accuse notamment d'avoir considéré le quartier de la Monnaie comme, je cite, de votre point noir, et d'avoir eu notamment cette phrase « Sont-ils même employables ?» à propos des habitants du quartier. Est-ce que vous confirmez avoir tenu ces propos, et si oui, est-ce qu'aujourd'hui vous dites « je le maintiens » ? Alors, ce que je lui reproche, c'est de ne faire une généralité de mes propos. C'est vrai que ces quartiers, c'est un point noir dans le sens où on a beaucoup de difficultés, notamment la première chose, c'est sur le respect des valeurs républicaines. On a beaucoup plus de difficultés en termes de sécurité, on a beaucoup plus de difficultés en termes de maintien de l'ordre, mais je vous assure que je ne suis pas un cas isolé sur tout le territoire national. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, s'agissant du taux de chômage, si vous regardez le taux de chômage dans l'ensemble des quartiers dits sensibles, on appelle aussi populaire, moi que j'appellerais aussi communautaire pour certains, eh bien, il se trouve aussi qu'on a des franges de population, je ne dis pas tout le monde, mais je dis une partie qui est très éloignée du marché du travail et qui pour certains n'ont jamais travaillé, qui pour certains ont été en décrochage scolaire depuis très longtemps, et donc la notion d'employabilité, oui, elle est prégnante. Je veux dire, elle est là et elle pose un problème, quoi. Je veux dire, vous pouvez en prendre certains, vous leur dites, il y a tel job, ils sont en incapacité totale de le prendre, ou en incapacité où ils vont pas du tout vouloir se rendre à ce travail. Donc oui, je suis désolée, je maintiens que pour certains, la question de l'employabilité est un sujet. De la même manière, pour certains, parce que je suis désolée, mais par rapport à Madame Guéna, j'ai cette expérience-là aussi, où nous avions mis en place des formations pour les gens qui étaient encore plus éloignés du monde du travail. Eh bien, nous avons eu des difficultés pour faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans cette formation. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Je ne dis pas que c'est l'ensemble du quartier, bien au contraire, la majorité des gens qui sont dans ce quartier aspirent à vivre paisiblement.
Alors, je reviens sur ces formations qu'on a essayé de mettre en place. Certaines ont été mises en place. Pour certains, il était très difficile de tirer sur une chaise, de s'asseoir sans donner un coup de pied dedans, de se découvrir, d'enlever son bonnet, de s'asseoir, de rester assis, de pouvoir se concentrer. Oui, ce sont des difficultés que l'on rencontre sur certaines tranches de population. Mais je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule. Par contre, moi, je le dis. Comment expliquez-vous, Marie-Hélène Toraval, un tel décalage entre vos propos, ce que vous décrivez, et ce qui est, par exemple, raconté dans ce livre? Ce sont des journalistes, en tout cas pour 2 d'entre eux, qui sont allés sur le terrain, qui ont rencontré un certain nombre de personnes, qui ont recueilli des témoignages, ne serait-ce que, par exemple, dans l'analyse de ce qui s'est passé ce soir-là, le soir du meurtre de Thomas. Ils parlent d'un fait divers, vous parlez d'un fait de société. Comment expliquez-vous ce décalage ? Parce que je pense que ça les arrange. Je pense aussi que c'est une doctrine ou une manière de penser qui est la leur. Quand on parle de masculinité, mais où ils sont allés chercher ce concept? Je peux vous assurer que les habitants, quand ils ont lu ce masculinité, mais je veux dire, c'est une aberration totale. Ensuite, quand on vous explique que des jeunes vont à un bal avec des couteaux, excusez-moi, et on vous explique que les couteaux, non, ils en ont toujours. Je veux dire, ça fait partie de la panoplie parce que ils les utilisent pour couper leur shit. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. Comment on peut écrire des choses pareilles? Comment on peut aller expliquer à des gens qui ont perdu leur enfant? Comment on peut aller expliquer à des gens qui sont traumatisés à vie? Comment on peut expliquer à des gens qui sont blessés à vie, enfin je veux dire qui vont vivre avec un handicap jusqu'au dernier jour, eh bien que finalement il est tout à fait normal d'aller à un bal avec un couteau qui a une lame de 25 cm. Non, je suis désolée. Des gens qui vont à un bal avec un couteau, avec une lame aussi grande, avec une lame de 25 cm, ce sont des gens qui sont armés. L'instruction, en tout cas, se poursuit. Est-ce qu'on en sait, malgré tout, un peu plus à ce stade sur ce qui s'est passé ce soir-là et sur les différentes inculpations? Vous voyez, moi je vais être très franche, je n'en sais pas plus que vous. Tout ce que je sais, c'est que c'est une enquête qui est extrêmement compliquée et puis qu'il y a une forme d'omerta aussi qui s'opère, notamment sur l'ensemble des jeunes qui sont impliqués dans ce meurtre. C'est-à-dire une omerta? Par rapport à quoi? Il semblerait que certains aient des noms, ou tout au moins un nom, et ne veulent pas donner les informations aux autorités. Ce que certains disent, effectivement, et c'est quand même un élément très très important pour terminer cette interview, Marie-Hélène Toraval, parce que dans ce livre, il y a également des révélations inédites sur des écoutes, et notamment ce jeune Shahid, jeune du quartier de la Monnaie, qui lui dit, il affirmerait, en réalité, pas tout le monde, mais beaucoup de monde à Romans-sur-Isère sait qui a tué Thomas. Au fond, à Romans-sur-Isère, on sait qui est coupable? Non, je pense que là, franchement, ils ont blessé, la majorité de la population, parce que bien évidemment, nous, Romanais, nous ne le savons pas. Il y a peut-être quelques Romanais qui le savent, très certainement dans ceux qui sont proches de ceux qui sont derrière les barreaux aujourd'hui, mais d'aller mettre l'opprobre de cette manière sur l'ensemble des Romanais, franchement, c'est vraiment pas correct. Merci Marie-Hélène Toraval, merci beaucoup, maire d'Hiver droite de Romans-sur-Isère. On continue évidemment de suivre attentivement ce dossier. L'instruction se poursuit donc près de 1 an et demi maintenant après ce terrible drame. On va essayer de reprendre un peu le sourire, encore que. On va parler de culture à présent avec le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, Didier Richter. Il a enquêté sur les dérives idéologiques qui seraient à l'œuvre dans nos musées. C'est en tout cas ce qu'il avance, exemple à l'appui, c'est très concret dans son dernier livre, Mauvais genre au musée. On en parle dans un instant. Avant ça, je vous propose d'écouter Bénédicte Bonnet-Saint-Georges. Elle était l'invitée de Jean-Christophe Buisson dans le club Le Figaro Culture il y a quelques semaines. Il y a quand même une tendance frénétique des musées à vouloir systématiquement mettre en valeur les artistes femmes. Je ne suis pas contre, absolument pas. Néanmoins, il me semble que les musées sont en train de provoquer un déséquilibre pour restaurer un équilibre, si vous voulez. Et donc, il me semble que le discours qui accompagne cette mise en valeur des femmes, c'est la volonté d'une parité. Mais sauf que dans l'histoire de l'art, cette parité n'existe absolument pas. Et qu'avant le 19e siècle, les femmes sont très peu nombreuses, c'est un fait, on n'y peut rien. Et donc vouloir absolument les mettre en valeur, parfois au détriment de certains artistes méconnus qui mériteraient de l'être, me semble un petit peu dommage.
Bonjour Didier Reckner. Bonjour Timothée. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes historien de l'art, journaliste, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art et vous publiez ce livre Mauvais genre au musée aux éditions des Belles Lettres. Je disais à l'instant qu'on allait essayer de retrouver un petit peu de sourire, un peu d'optimisme en parlant d'art et de culture, mais malheureusement, vous, ce que vous décrivez dans ce livre, ce que vous avez découvert, ça ne prête pas vraiment à sourire. En tout cas, ça vous inquiète. Oui, ça m'inquiète, mais en même temps, c'est tellement ridicule que je pense que le livre, par certains moments, est drôle. En tout cas, j'espère qu'il l'est, parce que finalement, ils vont mieux rire de ce genre de choses. Oui, ça m'inquiète, et en même temps, c'est pas non plus... On peut lutter contre ça, et il faut le faire en écrivant, en parlant, en discutant et en expliquant. Qu'est-ce qui vous inquiète, justement ? Ce qui m'inquiète, c'est que les musées, ma vie c'est les musées, le patrimoine, les musées sont menacés d'une certaine manière. La présentation des œuvres, l'étude sur les œuvres, la conservation des œuvres, même parfois, sont menacés par cette idéologie. Alors, je n'ai pas mis le mot woke et wokisme dans le titre, ni dans la 4e de couverture, et mon éditeur était d'accord, parce que on en parle beaucoup, et surtout ça peut... Mais ça existe. Au fond, c'est de cela dont il s'agit dans le livre. Il s'agit de wokisme, tout à fait, bien sûr, oui, disons le mot. Vous dites donc, dans votre viseur, vous dites l'influence croissante d'un certain nombre d'idéologies contemporaines sur l'histoire de l'art et qui participeraient, selon vous, à une tendance de fond, celle de la déconstruction. Oui, en fait, ce qui m'a, dans cette enquête, je n'explique pas, enfin, je ne démonte pas philosophiquement ou du point de vue de la littérature ou du point de vue des idées ce qu'est le wokisme. Je pense que je donne des exemples. Je le dis au début, il y a un certain nombre de livres que je cite qui sont très bons pour cela. Moi, je donne des exemples. Je montre l'absurdité de la chose. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que tous les combats des woke sont des bons combats. L'antiracisme, être contre l'homophobie, être pour se préoccuper du changement climatique, être féministe, tout ça, ce sont de bons combats. Mais c'est là que c'est pervers, parce que vous dites qu'ils se tirent une balle dans le pied en réalité. Ils s'en rendent pas compte, parce qu'ils sont, je pense, certains ne sont pas. Il y a des gens très intelligents qui font ça. Attention, il ne faut pas mépriser ses adversaires. Mais c'est contre-productif. Totalement contre-productif. C'est l'inverse. Et c'est pas seulement contre-productif, c'est que ces gens qui prétendent lutter contre le racisme, et je crois que je le montre dans pas mal d'exemples, en fait, sont des racistes, clairement. Ils passent leur temps à chercher la mélanine, la couleur de peau, pour dénoncer telle ou telle chose. C'est absurde. Pourquoi dites-vous que c'est inefficace ? C'est inefficace, et c'est même pire qu'inefficace, c'est grave, parce que dès le départ, je parle de Trump, on parle beaucoup de Trump en disant, regardez, j'ai entendu quelqu'un qui m'a, par la voix d'une amie, m'a dit mais c'est scandaleux au moment où Trump arrive, etc. D'abord, j'ai écrit ce livre, j'ai commencé à l'écrire et je l'ai été bien entamé avant que Trump arrive, mais Trump est le résultat de tout cela. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est pratiquement obligé maintenant d'être soit Trumpiste, soit woke. Ben non, les deux, c'est ce que je dis aussi au début, sont les deux faces d'une même médaille. Parfois, elles se rejoignent. Dans l'antidarwinisme, par exemple, dans la remise en cause de la théorie de l'évolution, qui n'est pas une théorie, qui est un fait, eh bien les deux le remettent en cause. Donc, ce sont des extrémistes, tous. Et moi, j'essaye d'avoir une voix qui soit, et avec beaucoup d'autres, parce qu'en fait, la majorité des gens pensent comme cela, je pense. On essaye d'avoir une voix raisonnable. Et vous écrivez que ce phénomène de déconstruction s'insinue partout, dans l'enseignement de l'histoire de l'art, dans les musées, dans les institutions patrimoniales. Quelle est l'ampleur de ce mouvement ? Alors, il est très important dans les pays anglo-saxons, il est très important, par exemple, en Angleterre, il est très important aux États-Unis. Alors, on parle une fois de plus de Trump, qui est encore une fois l'autre face de la médaille, mais Trump, il ne pourra agir dans les musées américains que sur les musées, la National Gallery de Washington, sur les institutions fédérales. Sur les autres, il pourra éventuellement les priver de quelques subventions, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que ça va au contraire exacerber tout cela. Voilà, donc moins dans les pays du Sud, et puis pas du tout dans les pays plus à l'Est, enfin dans les pays totalitaires, etc. Il n'y a pas du tout cela, ou beaucoup moins. Vous dites que le wokisme est une négation de l'histoire, que c'est une volonté de faire table rase d'un passé révolu qui, aujourd'hui, en réalité, ne menace personne. Oui. En fait, c'est en réalité en contradiction totale, justement, avec ce que doit être l'art, la culture. Oui, je pense que la culture, l'art, et l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art, il y a histoire, on doit regarder l'histoire. On doit la comprendre. Il est évident, et c'est ce que disait Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, dont je vous remercie d'avoir passé l'extrait, donc qui travaille avec moi. À la Tribune de l'Art. À la Tribune de l'Art. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges dit très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes artistes avant le 19e siècle, au 18e et même au 19e siècle, il y en avait moins. Ça commence au 19e siècle tout de même. C'est un fait.
c'est scandaleux. Effectivement, les femmes ne pouvaient pas, c'était plus compliqué pour elles ne pouvaient pas fréquenter les académies, elles ne pouvaient pas dessiner le nu masculin. Il y a plein de choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Donc, il faut d'autant plus admirer celles qui ont réussi à le faire, celles qui, parce que parmi ces femmes peintres, il y a de grands peintres, mais il ne faut pas réécrire l'histoire en faisant croire qu'il y avait beaucoup de femmes peintres à l'époque. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, vouloir à tout prix mettre devant, faire croire que certaines femmes peintres certaines ne sont pas très douées, les faire passer pour des peintres formidables et très doués et les accrocher comme si elles étaient aussi douées que d'autres peintres qui sont des hommes, c'est pas rendre service aux femmes. Il faut accrocher des œuvres d'artistes femmes qui sont de qualité et pas uniquement parce qu'elles sont femmes. Un tableau, il est beau ou il n'est pas beau, mais on se fiche qu'il soit peint, à la limite, on se fiche qu'il soit peint par un homme ou par une femme. Est-ce qu'il ne faut pas, dans l'art en tout cas actuel, se féliciter justement d'une forme de dimension expérimentale, de donner une part à la création? Est-ce que ça, c'est pas pour autant quelque chose dont il faut encourager? Alors je ne comprends pas bien votre question parce que je ne remets pas en cause l'expérimentation, la création ou aucune des choses comme celle-là. Moi, ce que je remets en cause, c'est de vouloir réécrire l'histoire. C'est vraiment ça que je remets en cause. Et en plus, et ça je crois que je le montre dans le livre, l'histoire est réécrite par des gens qui racontent n'importe quoi. Et je donne beaucoup d'exemples. On se base sur des faits qui, même s'ils étaient vrais, parfois ils sont vrais, le fait qu'encore une fois qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes ou pas beaucoup de noirs artistes, c'est vrai et il faut le constater, on peut le regretter, mais ce n'est pas notre faute à nous aujourd'hui, donc il faut simplement étudier ce phénomène, mais il y a parfois ils racontent n'importe quoi. Alors justement, quels exemples donnez-vous, notamment dans le monde anglo-saxon? Il y a plein. Alors, par exemple, dans le monde anglo-saxon, il y a cet exemple amusant qui est en couverture d'ailleurs. Alors, c'est pas cette œuvre-là, c'est pas ce cadre-là. L'éditeur a eu la très bonne idée de mettre un cadre vide en couverture parce que dans un musée anglais, on peut constater, il y a la photo dans le mur, qu'il y a un grand cadre vide et ça représente, c'est pour exposer les œuvres que les femmes noires n'auront jamais pu peindre. Voilà. Et c'est symbolique de mettre effectivement ce cadre avec rien du tout à l'intérieur. Oui, c'est à la fois la censure, parce qu'on parle beaucoup aussi de censure, et puis le fait qu'on expose n'importe quoi sous prétexte que, effectivement, les femmes noires n'ont pas peint beaucoup d'œuvres. Il y a aussi le cas, prenons un autre exemple, au Metropolitan Museum de New York, j'avais vu une exposition sur Carpeau, qui a peint un buste de femme noire, qui s'appelle Pourquoi naître libre? J'ai un doute sur le titre. Enfin, c'est une femme qui se libère de ses chaînes. C'est clairement une esclave qui se libère de ses chaînes. Et Carpeau l'a évidemment représenté pour contrer l'esclavage. Eh ben, l'exposition voulait démontrer que Carpeau, en fait, était un raciste, esclavagiste, etc. L'inverse exactement de ce qu'il montrait. Et on nous expliquait, alors il y avait beaucoup de personnes, dont certains Français ou certaines Françaises qui étaient convoqués dans cette exposition et qui expliquaient doctement pourquoi, en fait, tous ces Blancs qui voulaient libérer les Noirs du racisme, de toute façon, c'était pas bien parce qu'ils étaient Blancs déjà. Oui, et d'ailleurs, vous expliquez dans ce livre à quel point il est devenu improbable, voire impossible de trouver une représentation d'un esclave noir dans un musée aux États-Unis. On peut voir des représentations d'esclaves noirs. Enfin, même s'ils avaient un tableau peint par une femme qui représente un esclave noir, ça serait l'idéal, mais il y en a peu. Oui. Non, mais par exemple, aux États-Unis, il y a un tableau qui m'a frappé, c'est au musée de Philadelphie, un tableau qui présente 2 enfants, un tableau d'un artiste anglais dont j'ai oublié le nom, qui est un petit artiste, et on nous expliquait que quelques années après que ce tableau a été peint, les parents de ces enfants avaient hérité d'une plantation dans les Caraïbes, une plantation évidemment avec des esclaves. Quel rapport avec le tableau? Aucun. Mais il faut absolument à chaque fois rapprocher une œuvre de ces combats. Une idée de morale en réalité. Bien sûr, c'est de la morale, de la moraline comme on dit. C'est de la morale avant d'être de la création artistique. C'est avant d'être de l'histoire de l'art surtout, parce que là je parle plutôt on parle d'œuvres anciennes, donc j'étudie c'est de l'histoire de l'art. Je prends aussi l'exemple de 2 tableaux très comparables par des artistes américaines qui représentent, il y a eu un fait divers épouvantable, un jeune noir a été massacré par des suprémacistes et un de ces tableaux a été peint, on voit le jeune noir mort, et c'est 2 styles très très proches, et l'un c'est une femme noire, l'autre est une femme blanche. Eh bien, le tableau de la femme noire était forcément, elle avait le droit de le faire et c'est formidable, on le voit même dans la page Wikipédia. Le tableau de la femme blanche, on a demandé à ce qu'il soit même détruit parce qu'elle n'avait pas le droit de peindre cela. Mais au nom de quoi? Au nom du fait qu'elle est blanche? C'est délirant, quoi. C'est là que je parle d'un racisme. Clairement, on regarde la couleur de la peau avant de regarder l'œuvre. Alors, un phénomène à l'origine anglo-saxon, et on a documenté ce qui se passait notamment aux États-Unis. La France n'est pas épargnée. Non, la France n'est pas épargnée. Je prends quelques exemples. Par exemple, le musée Gadagne à Lyon est un musée sans œuvre.
alors qu'en fait il a beaucoup d'œuvres dans ses réserves, mais on n'expose pratiquement plus rien. En revanche, on expose beaucoup de leçons de morale, justement. On n'expose presque pas d'œuvres. Et il y a une censure à l'intérieur de nos musées. C'est une autocensure, en fait, oui, tout à fait. Et ça rejoint, je dis aussi à un moment dans le livre que le wokisme aussi, c'est aussi de penser que les gens sont trop bêtes pour comprendre ou pour qu'on leur explique. Donc, on va leur expliquer... On va pas leur expliquer les œuvres d'art, on va leur expliquer autre chose. On considère que c'est trop compliqué l'histoire de l'art, que l'art est trop compliqué, on ne veut pas leur montrer. Donc ça contribue à faire baisser le niveau, évidemment, bien sûr. Sur l'antiracisme, par exemple, vous citez le cas des statues antiques considérées problématiques parce qu'elles sont exclusivement blanches. Alors d'abord, je ne l'ai pas écrit dans le livre, ça m'est venu après, j'ai pas pensé, j'aurais dû l'écrire dans le livre. Oui, elles sont blanches parce que ce sont des marbres. Les marbres étaient effectivement certainement colorés au départ, mais ils ont été enfouis, donc la couleur a disparu. Ça n'a aucun rapport avec un quelconque racisme ou quoi que ce soit. Et puis il y a les bronzes tout de même. Les bronzes, ils sont pas blancs, ils sont noirs, et ça, ils oublient de dire qu'il y a des sculptures qu'on retrouve et qui sont en bronze. Mais ça pose problème dans nos musées, mais également dans la sphère médiatique. Vous parlez par exemple de cette capture d'écran d'une vidéo de France Culture. Non, les statues grecques n'étaient pas blanches. Oui, tout à fait. Sur France Culture, de manière très sérieuse, on voit quelqu'un qui nous explique que les statues grecques étaient racistes, que montrer les statues grecques c'est raciste et que on nous fait croire que les statues grecques étaient blanches et pas colorées. Mais depuis quand, si on lit des livres d'histoire de l'art, on sait qu'il y avait de la couleur, on sait que simplement quand c'est enfoui, la couleur s'en va. Il y a des bronzes donc qui ne sont forcément pas blancs. On nous dit aussi que en revanche c'est également la blancheur est également l'époque médiévale. Là il y a de la blancheur aussi. Non, les sculptures médiévales, parce qu'on était raciste forcément sous l'époque médiévale. Non, à l'époque médiévale les sculptures étaient peintes également. Et ça, la peinture a disparu. Donc on raconte n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas les faits, on invente quelque chose et à partir de cela on en tire des conséquences qui sont évidemment fausses. Vous consacrez également un chapitre à un cas d'école, la question de la restitution de certaines œuvres aux pays africains. Ça vous choque ? Ce qui me choque, c'est encore une fois d'utiliser des arguments qui sont erronés pour en aboutir à une conclusion qui forcément le sera également. Moi, je suis pour le partage, pour les prêts aux pays africains. J'ai beaucoup parlé de cette question, et j'ai beaucoup écrit sur cette question sur la Tribune de l'Art, et à l'époque où des restitutions, maintenant on continue à faire des restitutions point à point, mais on nous raconte par exemple, et j'ai déjà eu, je crois, même l'occasion de le dire sur ce plateau, que on a rendu des sculptures du Bénin au Bénin, en nous faisant croire que qu'il y avait un petit roi qui s'était fait massacrer par les Français, etc. C'est pas du tout ça, c'était un roi esclavagiste. Le roi on nous parle de l'esclavagisme européen, mais on oublie que les premiers esclavagistes, c'était les rois africains, et les Africains qui vendaient aux Européens. Eh bien, le roi Béhanzin, ses sculptures, il les avait pillées ailleurs, elles ont été sauvées par les Français, et c'était un combat Béhanzin contre les Français, qui n'était pas le combat contre un petit roi, c'était un combat, c'était un grand roi Béhanzin, mais simplement c'était un roi esclavagiste. Quelle piste proposez-vous, Didier Reckner, justement pour tenter de sortir de cette spirale de la déconstruction ? Alors je crains qu'on n'en soit pas prêt, parce que comme je l'ai dit, je crois que actuellement les choses s'avivent, deviennent de plus en plus antagonistes avec l'élection de Trump et tout ce qu'on voit. Mais vous souhaiteriez que les politiques, les artistes se saisissent de ce sujet ? Ce que je voudrais, c'est surtout qu'on revienne à la raison. Un exemple que je ne cite pas dans le livre, au musée de Brooklyn, on accroche, là on vient de faire un nouvel accrochage où on met les portraits de blancs, des portraits de blancs, oui, ce sont des notables, on les met en bas, parce que c'est pas normal qu'ils soient en haut et qu'ils nous regardent en haut. Donc on ne voit pas bien les œuvres. Ce que je veux simplement, c'est qu'on fasse de l'histoire de l'art, qu'on revienne aux faits, et qu'on expose les œuvres, et qu'on explique les choses, mais que les gens puissent se faire leur propre opinion. Merci beaucoup, Didier Reckner. Je rappelle le titre de votre livre, Mauvais genre au musée. C'est publié aux éditions des Belles Lettres. C'est un coup de gueule de votre part. C'est un coup de gueule. Je suis un peu habitué. Il y en a qui me le reprochent, mais bon, c'est pas grave. Je ne me changerai pas. Vous êtes, en tout cas, tout à fait, oui. C'est un message qui est passé dans ce livre et qui est à retrouver en librairie. C'est en librairie depuis le 5 mars. C'est donc dans les étalages. N'hésitez pas. C'est un livre que l'on recommande. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr demain midi. Excellente journée sur le Figaro TV. Merci à vous.